Bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, on reçoit Erika Potvin pour parler de l'Ultra Trail Arikana, On parle de la classique Charlebois avec Sébastien Thibault. Chasse à l'Orignal avec François-Xavier Thibault, Ligue majeure, on parle de hockey. On va parler aussi du Canadien de Montréal, LHJMQ et aussi du soccer. bon vestiaire à tout le monde. Les 9 et 10 septembre dernier a eu lieu la 11e édition de l'Ultra Trail Arikana. Donc, on reçoit aujourd'hui Erika Potvin, qui est directrice adjointe et responsable des bénévoles de l'événement. Bonjour Erika. Bonjour, bonjour. Premièrement, comment s'est déroulé l'événement? Ça a été, je pense que je peux dire, la plus belle édition là, depuis les 11 ans qu'a lieu l'Ultra Trail Arikana. Là, ça a été notre plus belle édition. Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que ça a été la plus belle. De un, la température a été exceptionnelle. Écoute, il a fait chaud, il a fait beau. C'est encore l'été, là. C'était encore l'été. Puis aussi, le fait qu'on sort d'une pandémie, hein, Ouais. je pense qu'on était content d'avoir une édition normale aussi, de pouvoir garder les coureurs sur place, parce que ça fait 2 ans qu'on dit à nos coureurs, bon, là, on va vous demander de quitter. Puis, tu sais, je veux dire, on veut pas faire ça, on veut que les gens restent, on veut que ce soit la fête. Fait qu'on a pu réaliser là, cette édition-là avec tout le monde présent sur le site. Puis, On sentait ouais. que pour les images qu'on va tourner, c'est ça qu'on veut voir. Tu sais, Oui. que la foule est là, les participants ils sont en grand nombre. On parle de 3000 coureurs cette année. Oui, il y a eu 3000 inscrits, à peu près 2600 là, qui ont pris leur départ. Ouais. Je te pose une question, mais sur les 3000 coureurs environ, c'est quoi la répartition entre local et extérieur? Je vous dirais que sur les plus petits parcours, du 5 au 20 km, il y a énormément de local. Puis pour les longues distances, là, ça va d'un peu partout au Québec. On a des coureurs aussi du Canada, des gens de l'international aussi. Donc, quand on parle de 125 km, là, ça prend un peu du monde d'un peu partout. Là. Ça C'est démontre aussi que c'est un événement qui rayonne beaucoup, que la crédibilité de l'événement aussi s'améliore d'année en année, je pense. Oui, puis c'est ça, on aime ça avoir aussi. Là, c'était le retour des coureurs internationaux aussi. Là. Donc, on était content de recevoir des gens d'un peu partout dans le monde. Là. Mais c'est quoi la perception, justement, des coureurs à l'étranger par rapport à Ultra Trail de la Malbaie? C'est-tu quelque chose qu'on veut absolument essayer d'aller voir parce que les décors sont magnifiques, l'ambiance est incroyable? C'est parce qu'on a en tête le Mont-Blanc, puis c'est aussi des beaux décors, là, on s'entend? Oui, notre arrière-pays est vraiment particulier. Donc, chaque pays a aussi ses particularités en tant que parcours. C'est ça, on n'a pas le dénivelé qu'on va aller chercher à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Par contre, les parcours sont très, très techniques. C'est beaucoup de racines. L'humidité aussi, du Québec, là, c'est quand même assez impressionnant. On l'a est sur le bord vécu. du fleuve, en plus, là. Exactement, on l'a vécu là, cette fin de semaine. Là, pas cette fin de semaine, mais pendant l'événement, là, les nuits étaient fraîches, mais avec l'humidité, là, c'est un autre défi. Pendant le jour aussi, là, c'est pas évident. Donc, on a quand même des particularités de terrain et de température. Quand c'est pas l'humidité, on peut descendre au point de congélation là, pendant la nuit. On se rappelle que les coureurs du 125 font la nuit complète là, dans les parcours. Donc, c'est quand même un défi là, supplémentaire là, pour ces gens-là. Oui, cette année, on appelle ça un choc thermique. Là. Je pense qu'on a frôlé le 0 et on est allé proche du 30. Fait que je veux dire, pour un athlète, ça C'est assez surprend. extrême, là. Ah oui, c'est pas évident, là, ouais. Faut que les gens soient préparés à des vêtements aussi pour ça, là. On parle beaucoup de l'Ultra Trail, ce qu'on connaît du 125 km, mais il y a aussi un nouvel événement qui s'appelle le Trans-Charlevoix. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Là. Donc, le Trans-Charlevoix qui a eu lieu la fin de semaine juste avant l'événement de l'Ultra Trail Arikana. Le Trans-Charlevoix, on est sur un parcours à étapes. Donc, on est sur 3 jours de parcours qui partait là, du parc d'Haute-Gorge jusqu'à Baie-Saint-Paul même. Donc, 3 parcours entre 30 et 40 km là, qui vont faire environ un 100 km là, pendant ces 3 journées-là. Donc, c'est très populaire aux États-Unis. C'est ça, c'est nouveau, ça, cette discipline-là, mettons? Oui, il y en a beaucoup, c'est ça, aux États-Unis. Ici, il y en a moins un peu des parcours comme ça à étapes. Puis nous, c'était quelque chose que ça fait longtemps qu'on réfléchit. Il y a eu un gros comité aussi là, qui a réfléchi les balises, puis voir comment on peut réaliser ça ici. Ce serait quoi les parcours idéaux? Donc, on a travaillé là, pendant 1 année avec un groupe d'environ 15 à 20 là, personnes là, pour bien réfléchir le Trans-Charlevoix. Puis on est arrivé à notre première édition là, juste avant le Trail Arikana. On est bien contents aussi. Parce que ça, c'était la première édition. J'imagine que ça prend une grosse équipe, vu qu'il y a
des camps de base, là, comme un peu une Oui. ascension de montagne qui suivent le groupe. Exactement. C'est notre collègue, là, Joanie Saint-Pierre, là, qui a coordonné le tout, qui est la grande Manitou du Trans-Charlevoix. Elle a fait un travail exceptionnel là, pour coordonner là, ces 3 jours-là de parcours. C'est 100 personnes plus les bénévoles qu'on va transporter d'un endroit à un autre, qu'on va suivre pendant le parcours aussi, tout leur parcours. Il y avait des stations de ravitaillement, il y avait des camps de base aussi quand les gens arrivaient avec des gros chapoutoirs, mais aussi la nourriture qui était faite en plein milieu du bois. Donc, des sites là où est-ce qu'on n'a pas de service là, facile comme au Mont-Grand-Fond, par exemple. Là, on est dans le bois, on s'installe, puis on accueille la centaine de participants. Donc, oui, ça a été un beau défi. Puis qu'elle a réalisé là, haut la main. Là. Il y aura une deuxième édition? Définitivement. Oui. Ben, merci beaucoup, Erika. C'est un événement qui gagne à être connu. Et merci beaucoup de ta participation. Nous, on revient dans quelques instants. De retour au vestiaire pour la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Donc, bonjour François-Xavier. Salut Mathieu. Écoute, la chasse dans l'ouest ouvre la fin de semaine prochaine. En fin de semaine, la chasse ouvre dans l'est. Aujourd'hui, on va parler de préparation de chasse. Donc, avant de partir pour aller dans le bois, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben écoute, justement, tu viens de le dire, la zone 27, ça ouvre en fin de semaine la semaine prochaine d'un côté. C'est bien important à Chasse à l'Orignal de prendre attention à tous les petits détails pour réussir, que ce soit par l'ajustement de notre arme à feu, préparer notre linge, contrôler nos odeurs humaines et aussi préparer tout de suite déjà abattage s'il y a pour le transport de la viande. Donc, on va débuter ça par nous-mêmes. Le chasseur, qu'est-ce qu'on peut contrôler nous? C'est nos odeurs. Donc, on le sait, il y a beaucoup de compagnies qui créent des produits anti-odeur et aussi des savons corporels et pour le linge. C'est quand même important, je pense, d'essayer d'utiliser pour être capable de dissimuler notre odeur, mais sachez que ça n'élimine pas à 100% notre odeur humaine. Parce que l'orignal a le nez fin, donc elle peut l'odorat fin, donc elle peut nous sentir de loin et elle va nous éviter, elle nous sent évidemment. Exactement. T'sais, les cervidés ont des nez très développés. C'est l'odorat guide leur vie. Donc, c'est important de tenir ça en considération. Mais on fait quand même notre part en utilisant des produits anti-odeur qu'on peut utiliser pour traiter notre linge, que ce soit durant notre chasse ou bien même avant la chasse dans le chalet ou en déplacement en forêt, que des fois on a contaminé notre linge avec du gaz, l'odeur de cigarette ou, exemple, une odeur de poêle à bois. Souvent, les gens, ils ne savent pas quoi faire. Pour se dissimuler en forêt, on peut traiter de notre linge en situation de chasse, mais ça couvre l'odeur en majeure partie. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avant la chasse pour nous aider? C'est bien simple. J'utilise un savon à lessive, à odeur de conifère, de sapin, même d'épinette. Si tu veux, tu peux le sentir. Ça sent très bon. Je confirme que ça sent le conifère. Oui, un peu le sapin de Noël, si on veut. C'est un produit qui va t'aider justement à ce que ton linge s'imprègne l'odeur de la forêt. Puis ça va t'aider aussi pour avoir des contacts de plus grande proximité avec le gibier. Donc, si tu laves ton linge avec du savon régulier, c'est pas une bonne idée parce que ça sent la vanille ou la lessive. Oui, puis aussi, un petit détail important dans le savon à lessive, dans les savons réguliers qu'on a, exemple, dans les pharmacies, dans les épiceries, il va y avoir aussi un produit qui va faire briller notre linge. OK. Donc, c'est important d'avoir un savon qui va être comme anti-UV, si on veut, pour la vision de l'animal, il ne voit pas notre linge pareil. C'est ça qui est important aussi de tenir en compte. Quand on achète un savon de chasse, souvent, il est traité anti-UV. Parfait. Aussi, un autre produit qui est important, notre savon shampoing corporel, gel douche. On peut s'en mettre dans la douche pour les cheveux, pour notre corps. Ça aide vraiment à s'imprégner l'odeur de la forêt. Encore une fois, comme je dis, c'est des petits détails qui peuvent permettre de clore le deal des fois avec un animal. Quand le vent, des fois, il n'est pas de notre bord, on met les chances de notre côté. On dit que c'est des petits détails qui font la différence. Oui, exactement. Je reviens au niveau des anti-odeurs. Les gens souvent nous demandent qu'est-ce que moi j'utilise personnellement. J'utilise un destructeur d'odeur inodore qui détruit toute odeur humaine et des fois je vais y aller avec des produits comme ça, comme le noir intense ou le Eliminator, souvent qui vont être des produits qui vont dégager de l'odeur de terre noire, l'odeur de conifère ou l'odeur de sapin. Fait que j'en mets sur mon linge à chaque 5-6 km quand je marche en forêt au cours de ma journée. Maintenant, je te dirais, ce qui est important, c'est de penser aussi si je récolte un orignal, qu'est-ce que je dois faire? Il faut se préparer en conséquence. Donc, j'ai en main mon couteau de chasse que j'adore le plus.
Je te dirais que c'est un de mes couteaux préférés. C'est le Outdoor Edge. C'est un couteau qui coupe comme un bistouri, comme un X-Acto. Donc, c'est des lames interchangeables. Dès que ça ne coupe plus, on change la lame. Ça coûte environ une vingtaine de dollars, un kit de recharge avec 6 lames. Écoute, je fais ma saison complète avec 3 lames. Puis je guide à l'orignal, je guide au chevreuil, donc souvent je fais plusieurs animaux dans ma saison. C'est vraiment mon arme de choix pour dépecer mon gibier. Parce que du coup que la bête est abattue, c'est plus le temps de commencer à planifier. Là. Elle est là, il y a une durée de vie. Là, oui, c'est une question de temps. Là. Puis c'est important aussi des fois d'affûter notre couteau. Les gens ne savent pas comment faire, c'est des débutants. Ça, c'est un clé en main. Je change la lame quand ça coupe plus. Puis ça marche très bien. Parfait. Après ça, si on récolte notre orignal, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, il faut le transporter. Transporter égale coton-fromage. Un petit détail, souvent que les gens oublient, mais qui peut faire la différence. Donc, nos fameux coton-fromage, autant pour orignal que chevreuil, très important pour placer nos quartiers de viande pour un transport adéquat envers la boucherie. J'ajouterais en terminant, le plus important, vous le savez au Québec, on entend parler aux nouvelles, la pénurie de munitions. Tout le monde en entend parler. Donc, c'est important de prévoir pour votre prochain séjour de chasse d'avoir des munitions. Prenez-en plus que moins. Exemple, chez notre détaillant coton de Baie-Saint-Paul, il y a un inventaire qui en reste quelques-uns. Donc, certains calibres. Donc, venez aller les rencontrer en magasin pour des balles parce que c'est une problématique partout au Canada. Il y a certains manufacturiers qu'on n'est plus capable d'avoir déjà de certains calibres. Donc, si moi, je vais aller chasser la fin de semaine et je suis pas prêt, ça va pas bien. Non, c'est pour ça que là, au moins, tu sais un peu, si tu veux y aller en fin de semaine, tu as pas mal la base ici sur la table, comment t'équiper, un bon couteau, on fait attention aux odeurs, coton fromage, munitions, il te reste rien à laver ton linge puis partir à la chasse. Donc là, tantôt, tu nous parlais, la chasse ouvre en fin de semaine dans l'Est, en fin de semaine prochaine dans l'Ouest. Combien de temps? Combien de temps ça dure? C'est 2 semaines pleines, dans le fond, c'est un 15 jours de chasse. La meilleure de la saison s'en vient, on sait, les feuilles sont encore très vertes. Le meilleur s'en vient, puis dans la prochaine chronique, on va aller dans les choses sérieuses. Appel de l'orignal, stratégie et odeur, l'heure olfactif. On va parler de tout ça dans le prochain segment. Puis j'ai une dernière question pour toi, FX. On va chasser à quel endroit? Je te dirais, la majorité des endroits, ça va être réserve faunique, les pourvoiries, nos fameuses terres privées de nos cultivateurs ou nos propriétaires forestiers, ou sinon aussi les réserves fauniques en Gaspésie. Souvent, sont très populaires auprès des chasseurs ou les zones d'exploitation contrôlée. François-Xavier Thibault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on se revoit dans quelques minutes au vestiaire. Alors, de retour au vestiaire pour notre tout nouveau segment Ligue majeure en bref. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Il faut que ça aille vite parce qu'on est limité dans le temps. Écoute, je vais commencer. Philippe, parle-moi de ta plus belle surprise cet été dans la LNH en l'été 2022. Écoute, l'été a été quand même assez rocambolesque. Il y en a eu des signatures. Mon coup de cœur, je te dirais que c'est Ottawa. On n'a pas le choix d'en parler. Ils ont fait des grosses signatures. Tu sais, on parle d'un club qui est en reconstruction, là, mais on s'entend qu'on est passé à la vitesse grand V. Là. Il a envoyé un message. Je pense qu'on est en série automatique cette année, donc ça promet, toi? Petite parenthèse, Ottawa, moi je trouve qu'ils n'ont pas réglé le problème de gardien de but. J'ai pas confiance en Talbot et Forsberg. De mon côté, moi j'ai choisi Calgary parce que je trouve que Calgary, après avoir perdu Matthew Tkachuk, qu'elle allait le perdre en fait parce qu'il a annoncé clairement qu'il n'allait pas signer. Ils ont perdu Gaudreau, mais ils se sont bien virés de bord en allant chercher Huberdeau, en allant chercher Uyghur, qui ont re-signé 8 ans. Même chose pour Nazem Kadri qui ont signé 7 ans. On s'entend sur une chose, c'est des contrats que les DG donnent aujourd'hui, tout en sachant qu'ils finiront pas le contrat à titre de DG. Il sait pertinemment que... Tout dépend du score, puis tout dépend de ce qu'ils vont faire aussi dans la saison. Parce que si on a un club puis une mentalité gagnante, peut-être qu'ils vont vouloir rester au Canada. Parce que, tu sais, il y a encore l'impôt ici, là. Effectivement, mais Traveling, je pense pas qu'ils vont se ramasser. Exemple, Kadri, Huberdeau vont arriver un jour, qu'ils vont gagner trop cher pour ce qu'ils rapportent. Mais Traveling ne sera plus là. En tout cas, il coûte pas mal cher. Effectivement. Parle-moi de tes déceptions. Ta déception? Hein? Ben oui, écoute. T'avais hâte. J'ai pas le choix, Mathieu, de te parler de Boston parce que on a vraiment, tu sais, on dit l'expression mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire, puis c'est exactement ce qu'on a fait du côté de Boston. Oui, Bergeron est là pour 1 an. Pasternak, on le sait pas trop. Il y a Krejci qui vient pour 1 an. Il y a Marchand qui est blessé, qui sait plus patiner, qu'il faut qu'il réapprenne à patiner. Si on gagne rien cette année, on s'entend qu'on gagne rien pendant plusieurs années. Est-ce que Sweeney il tire un peu trop l'élastique? Je comprends même pas pourquoi il y a un élastique. Il devrait juste pas être là, mais bon, on va vivre avec. Puis il a changé de coach, il a vraiment tout essayé pour garder cette équipe-là en vie. Puis, ouais, mais tu sais, des fois, comment on dit ça, le respirateur artificiel, ça c'est limite. Je pense que c'est ça qu'on va voir cette année. Ta déception, le Canadien?
Citation Philippe Lavoie, les Bruins de Boston, c'est un club agonisant. Je savais que tu allais être content là-dessus. De mon côté, moi, j'ai choisi Edmonton. Je suis pas un fan. Encore? Ben oui, je suis pas un fan là, de Ken Holland, qui est le DG d'Edmonton. Ah. Je trouve pas qu'il a réglé des problèmes. Il a signé des Il problèmes. en a rajouté. Exactement. Il y en a qui parlent même de Virtanen. Donc, moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec Ken Holland. C'est un modèle d'équipe qu'il y avait à Détroit avec un gros défenseur qu'il n'a plus. Il n'y a pas de Lidstrom. Il n'y a encore pas de gardien fiable derrière le but, Jack Campbell. Toujours la même mènera- histoire. Exactement. Donc, moi, je trouve que Edmonton, c'est un club qui tourne en rond et Ken Holland, c'est un DG dépassé. C'est le genre de segment que j'ai hâte de voir, tu sais, plus tard dans la saison, à quel point soit on est très fort, soit on est vraiment à côté. C'est exactement. Je dois absolument te parler du Canadien de Je Montréal. sais que tu avais hâte. J'étais fébrile. J'étais fébrile parce qu'on a plusieurs dossiers quand même intéressants. D'abord, je pense que Carey Price a fait mal à l'organisation. On le savait, on l'a dit combien de fois l'année passée. Il ne reviendra pas, mais il faut qu'il l'annonce. Puis là, ben, on a attendu, puis finalement, on est menotté du côté du Canadien, puis ça donne ce que ça donne. Là. Est-ce qu'ils vont faire les séries d'un? Ils sont pas monotés tant que ça, parce qu'il est sur la liste des blessés à long terme. Ouais. Le problème, c'est qu'il y avait lui et chez Weber. Là, Ouais. Ils ont liquidé littéralement le contrat de chez Weber. Donc, moi, je vois pas de problème là, du côté de Carey Price. C'est clair qu'il ne reviendra plus. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Jamais il l'annoncera. C'est souvent une question d'assurance. C'est pas pour cracher sur 40 millions qu'il lui reste à recevoir. On ferait tout pareil. Là. Ben voilà. Donc, il Mais- faut le comprendre. Écoute, j'avais tellement hâte de parler du Canadien parce que pendant ce temps-là, on parle pas de la reine. Mais il faut parler du capitaine Suzuki. Je pense que c'est un choix juste logique. Absolument. Est-ce qu'il va parler français? Ben écoute, paraît-il qu'il prendrait des cours, qu'il veut s'améliorer. Écoute, s'il parle français, c'est un plus. L'important, moi, c'est qu'il performe sur la glace puis qu'il soit un leader dans la chambre. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, évidemment. Non, Mathieu, il faut qu'il parle français. S'il parle 4 phrases en français, d'un, on ne demande pas un gros défi, là. Non. 4 phrases. Il vient de battre Saku Koivu, il vient de battre Absolument. chez Weber, Chez Weber. puis il vient d'en battre pas mal d'autres. Fait que, tu sais, on lui demande quand même la base. Bonjour, merci, là, on est un peu tanné de ça. Je pense qu'on pourrait avoir une petite discussion. Puis, tu sais, je crois, là, je l'espère, sinon je vais être très déçu. Chantal Maccabé va y être pour beaucoup là-dedans. Écoute, on le voit depuis qu'elle est en poste. On voit vraiment l'organisation du Canadien qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus agréable. Je pense que les fans se sentent plus respectés aussi, se sentent plus écoutés. Donc, vraiment, Mais moi, je on crois part beaucoup de à loin, Chantal. Mathieu. Là, Hey, c'était mais, hein. ridicule, rire des fans comme ça. Ah, mais hein. Mais là, on a changé la dynamique. J'espère que ça va paraître. J'espère même que Price va rester dans l'organisation pour peut-être épauler les jeunes. Mais tu sais, on ne se fera pas de cachette. Là, c'est beau, tout va bien. On a signé un numéro 1 qui a rien fait au camp des recrues. Mais ça, je veux pas qu'on s'attaque là-dessus. Mais je pense pas qu'on va aller faire les séries quand même cette année. Non, ça, je te l'accorde. Ils ne font pas des séries. Oui, ils sont allés chercher un des plus gros. Maintenant, les Canadiens ont un des plus gros joueurs de la Ligue Je pense que nationale de j'avais hockey. jamais entendu quelqu'un dire ça de ma Avec vie. Juraj Slavkovski. Effectivement, il n'y a rien cassé aux de recrues. Il y avait rien- pas Il n'y avait besoin. rien à gagner là. Tu sais, il y a pas de poste. Son poste n'était pas en jeu. Il n'y avait rien à gagner à aller se blesser ou à aller. Tu sais, je pense ce qu'il avait à faire, c'est correct. Il a démontré qu'il était assez complet, qu'il était gros, qu'il était capable de patiner, qu'il était vite. Ça, c'est important parce qu'il Ouais. a une bonne charpente. Il y a aussi. On parle beaucoup d'Amber Jackay qui s'est démarqué au camp des tournois des recrues. Il y a des belles surprises. Absolument. Il y a beaucoup de absolument. jeunesse. Il n'y a plus de bois mort, je pense, du côté du Canadien, mais cette année, ça va être vraiment une période test. Martin Saint-Louis a les coups des franges. Absolument. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même hâte d'en reparler. Ben, il y a durant un la nouvel saison. entraîneur qui arrive, qui est Sébastien Robida. J'ai hâte de voir aussi côté défensif de quoi ça va avoir l'air, parce qu'on a quand même 3 vétérans qui sont là, mais il y a il va y avoir beaucoup de jeunes au niveau de la défensive. À l'attaque, c'est un peu plus limité. Il y a des gros contrats qui sont là, des Hoffman, des Armia, qui vont être des Gallagher, qui vont être très, très, très difficiles à échanger. Mais au Tout moins, est possible. exactement, mais on a la locomotive. Pour une fois, il y a un centre numéro 1 qui est établi, qui est Suzuki. Il y a un numéro 2 qui serait possiblement Kirby Dack. On l'espère. Je pense Puis qu'il a tu sais, été en signé même temps, pour ça. Mathieu, la pandémie n'est pas finie. Là. Tu sais, une pandémie qui revient, puis le Canadien est en série. Ah, on sait, peut-être, ça a marché 2 ans, pourquoi pas une 3e année? Écoute, on parle Patrick Roy. Je pense que Ben c'est oui. ça qui a couvert le plus l'actualité après la reine, là, on s'entend. Je suis vraiment enclin à dire qu'il a tout à fait raison. Il a raison parce que l'arbitrage, et là je te parle pas juste LHJMQ, je te parle de l'arbitrage en général. Tu le sais, on consomme beaucoup de hockey à la télévision. On sait pertinemment que si, mettons, c'est un match Ottawa-Caroline, Caroline a 4 pénalités en première période,
on sait pertinemment qu'à la fin du match, ça va être égal. On va en donner de l'autre côté du club. Et c'est ça que je suis tanné de voir. Je suis tanné de voir ça au soccer. C'est la même chose avec les cartons. On égalise. Ah, ça, c'est... On devrait pas faire ça. Et les règles sont écrites. Mais maintenant, on peut-tu les respecter? Je suis d'accord avec toi sur un point, mais pas sur un autre. Le premier, Patrick Roy, oui, aurait dû se la fermer. Je pense pas qu'il y avait d'affaires à critiquer publiquement. C'est un mauvais leadership Mais qui de va sa le part. faire? Il y a des gens en place qui sont là. Mais il y a ils un font bureau pas des depuis des gouverneurs années. qui sont là. Puis c'est vrai que les arbitres, le problème, c'est qu'ils ont tendance à gérer un match plutôt que l'arbitrer. Et ça, le Voilà. problème, c'est que ça donne un gros manque de cohérence. Tu vas avoir des arbitres qui vont être beaucoup plus sévères que d'autres. Il y en a qui vont laisser passer certaines choses. Donc, c'est pas aux joueurs à s'adapter de match en match à l'arbitre. C'est à Non. l'arbitre à établir un code de conduite et à le garder. Souvent, au début de saison, les arbitres commencent très sévères, puis après 1 mois, 2 mois, whoop, les sifflets se Ouais. baissent, les sifflets sont plus différents. Prolongation. Oh, on n'a plus de sifflet. C'est comme si les joueurs disaient, si à chaque fois que j'accroche un joueur, il va pas me coller une pénalité à chaque fois, à un moment donné, ça va devenir Non. ridicule. Fait qu'effectivement, ça fonctionne comme ça. Les arbitres le laissent aller, on le voit souvent au football. J'en parlais avec Pascal Harvey, notre ancien collègue, les receveurs de la Ligue canadienne de football, 9 fois sur 10 sont hors jeu. Mais l'arbitre ne peut pas l'appeler à chaque fois. Mais non, mais c'est comme... Il devrait. Mais s'ils sont constants, il n'y a pas de problème. C'est ça que tu disais tantôt, il accroche, il accroche, il accroche. S'il accroche et il n'y a pas de pénalité, qu'est-ce que je vais faire, moi, si t'es sur la glace? C'est sûr que je vais t'accrocher. Pas pire qu'un autre, Non, ça? pas pire qu'un autre, on va tout faire ça. Moi, je lève mon chapeau aujourd'hui parce que c'est le seul qui est allé sur la place publique pour le faire. Maintenant, il est perdant dans les deux situations. C'est le seul qui a assez gros ego pour le faire. Exactement. Ben, Ego ou le nom Patrick Roy, ça oui. vaut quelque chose, à part pour le Canadien de Montréal, mais en général, ça vaut quelque chose. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait depuis des années. Là, maintenant, les autres sont tous un peu offensés. Ah non, 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 non. Lui, il est perdant sur toute la ligne parce que si les Remparts de Québec gagnent un match, on va dire « Ah ben on sait bien, les arbitres ont peur de lui. » Puis si les Remparts de Québec perdent un match, qu'est-ce qui arrive? « Ah ben on sait bien, les arbitres se vengent. » Il perd sur toute la ligne. En tant que fan des Saguenay-Chicoutimi, je Ouais, peux te c'est dire ça. que les arbitres sont toujours du côté des remparts. Ouais, je savais que tu allais dire ça, mais t'as tort. Puis bravo à Patrick Roy. J'espère que ça va faire au moins il y a une réflexion qui se fait du côté des gouverneurs. Peut-être que nous, on ne le saura pas, on n'aura pas accès à ça. Je sais qu'il y a une conversation avec la LHJMQ. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il faut qu'il y ait quand même un petit changement, au moins que ce soit constant. On veut pas le savoir, on veut le voir. On comme veut dirait le Yvon voir, Deschamps. on veut le voir. On n'a pas le choix d'en parler parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais c'est excessivement excitant ce qui se passe du côté de Montréal, du club de soccer de Montréal. CF Montréal. Il faut faire attention, il ne faut pas dire Impact parce que sinon, Je suis allé avec fièrement ma casquette de l'Impact. Mais c'est magnifique ce qui s'est passé. Absolument. On a vraiment corrigé les lacunes qu'il y a eu. T'sais, on a même vu Saputo qui donnait des hot dogs dans le parking avec Bruno Gervais. Bravo. Bravo à toute l'organisation. On n'entend plus parler de Saputo. Il a laissé la place à Gabriel Gervais a amené avec lui un vent de fraîcheur au niveau communication, au niveau image du club. Olivier Bernard a apporté vraiment une touche, moi je pourrais dire ça, une touche offensive sportive au club. C'est un club qui s'est réinventé. On parle maintenant d'un club formateur, donc qui va prendre de jeunes talents et qui va les former comme Mialovic. Donc, ils ont allé chercher pour un transfert de $1 million, qui vont revendre 6 millions de dollars, 5 à 6 millions de dollars qu'on entend. C'est de l'argent que le club peut prendre et réinvestir directement dans les opérations football, opérations marketing. Parce que Montréal reste un petit marché pareil. T'sais, on regarde Los Angeles, on regarde le Red Bull, tu fais comme, hey, on joue-tu avec les mêmes cartes? Puis souvent, on se dit, ouais, je pense que non. Puis pourquoi ça lève pas plus que ça à Montréal? Tu sais, on dit à tout le monde, Montréal, c'est une ville de sport, on en mange, mais c'est pas vrai. Tu sais, oui, le stade olympique est plein, mais pendant un événement, est-ce qu'il serait plein tout le temps? Est-ce qu'il serait plein pendant les expos? Je pense pas non plus. Le basket, ça marcherait-tu tant que ça? Pourquoi ça marche pas à Montréal? Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? L'équipe est deuxième. Bien, justement, l'équipe est deuxième. On en parle moins dans les médias, mais le stade est plein. On le voit, le stade, il y a de plus en plus de gens qui y vont. Ce qui est positif, la victoire, c'est ton meilleur marketing. Oui. Les Alouettes, écoute, excuse-moi, le CF Montréal est deuxième dans la MLS. C'est la même chose pour les Alouettes. Ouais, c'est ça. Exactement. Ils sont deuxièmes. Ils sont clinchés, ils sont qualifiés pour les séries. Ouais. Ils vont avoir un match à domicile. Ce qui est très... Wilfried Nancy, il faut le prolonger le plus vite possible. À long terme. Quel entraîneur. Il faut le prolonger. Les joueurs veulent jouer pour lui. On l'a vu, on ne voit pas souvent des joueurs qui font la bascule à leur entraîneur. C'est une famille. Il est rassembleur, il est intelligent, il comprend le jeu. On a entendu parler qu'il a confronté Saputo aussi. Il paraît-il qu'il y a eu une bonne discussion entre les deux. Et depuis ce temps-là, ça va très bien. Les clubs performent. J'ai juste le goût, en terminant, de te dire que j'ai l'impression que Soccer Canada, Team Canada,
a comme donné un élan aussi Absolument. au CF absolument. Montréal parce que, tu sais, on est tous passionnés tout à coup de l'équipe canadienne qui s'en va au Qatar. Donc, on a le goût de voir qu'est-ce que ça donne chez nous aussi. Puis je pense qu'il y a une raison. Tu sais, ça peut peut-être consolider un ou l'autre. Ou peut-être Puis- ceci explique cela. Puis on regarde aussi dans on voit quand on passe derrière la polyvalente, on voit les jeunes l'été qui jouent. Il y a oui. de plus en plus Ben, de c'est le jeunes sport qui le plus jouent au pratiqué. soccer. Exactement. Donc c'est un sport qui était extrêmement accessible versus le hockey. Petite bémol par contre du côté de l'Impact, ils accordent beaucoup trop de buts. C'est un club Ouais. qui est offensif, mais qui accorde énormément de buts. C'est dans le top 10, c'est ceux qui ont accordé le plus de buts. Donc tu peux Mais pas... ils gagnent. Oui, mais en série, c'est très, très, très dangereux. Je suis brûlé, Mathieu. Beau survol, c'est tout le temps qu'on avait pour le sport national. J'espère que vous avez aimé à la maison. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour encore plus de sport avec Mathieu. Et on veut remercier nos invités. Sur ce, ciao tout le monde. Merci Phil.